De Rome, j'ai reçu la réponse de Carlotta. Archibald de mon cœur, en dépit de toutes tes qualités, parmi lesquelles j'inclus un manubrium qui me convient tout à fait, tu restes un universitaire bien trop rationnel. Prends donc exemple sur les politiques, financiers et autres hommes d'affaires que je connais de près. Imagine-toi que je me suis mis au tarot pour complaire au PDG d'un gros consortium bancaire. Il n'était pas très satisfait de sa voyante habituelle, et maintenant il ne prend plus de décisions importantes sans me consulter au préalable. Il m'a même proposé de divorcer pour m'épouser. Rassure-toi, je préfère ma liberté. Relis donc tes notes, et vois si tu n'es pas piégé par tes préjugés académiques avant de douter de la valeur de nos intuitions. Je t'embrasse, ta vieille copine, Carlotta. La missive était sympathique, mais n'apportait aucun élément nouveau. Je me contentais de sourire et de ranger les feuillets. C'est alors que survint, à l'improviste comme toujours, mon ami français Andreas. Plus d'une génération nous sépare, mais son allure de vieux forban m'empêche de lui attribuer un âge précis, et je me surprends à le traiter comme un camarade. Il venait d'Autriche dans son antique Clio dont la carrosserie cabossée et jamais lavée dissimule un moteur surgonflé et un système de suspension sophistiqué. Il était enchanté de l'accueil que lui avait réservé le surintendant d'un parc national du Trentin, un original, disait-il, qu'il avait hébergé plusieurs jours durant dans son chalet, un peu à l'écart d'un hameau perdu dont j'ai oublié le nom, quelque chose comme Corallino. J'ai cru comprendre qu'Andreas avait surtout été ravi de rencontrer un homme dont le passé était aussi obscur, fantaisiste et inventé que le sien. Andreas est un celtisant distingué mais amateur, et je n'ai jamais réussi à savoir d'où provenaient ses revenus. Je le soupçonne d'appartenir ou d'avoir appartenu aux services spéciaux. Le jour où je me suis décidé à lui en faire part, il a acquiescé avec le plus grand sérieux et complété « et même dans le service ultra-secret des phénomènes que l'on dit étranges ». Là-dessus, il a explosé d'un rire très homérique et je me suis résigné à ne rien connaître de toute une part de sa vie. Heureusement, sa cordialité sans affectation rachète tout. Il a examiné avec intérêt le compte-rendu de mon excursion, puis la lettre de Carlotta, et a conclu avec un soupir « Oh, j'aimerais connaître cette Carlotta. Hélas, je suis trop vieux pour l'intéresser. » Et comiquement, sur un ton mélodramatique outré, accompagné d'un grand geste du bras, « Ah, la tristesse de vieillir !» Brutale rupture de ton, le regard se fait ostensiblement salace. « À défaut de l'original, tu n'aurais pas une photo ? À poil, de préférence ?» Les outrances d'Andreas ne sont sans doute pas à prendre au sérieux. J'hésiterais pourtant avant de lui faire rencontrer une jolie fille à laquelle je tiendrais. En dépit de son âge, la vitalité du personnage le rend redoutable. Il remise sa comédie et me regarde d'un œil goguenard. « Quant à ton histoire, ta Carlotta a 1000 fois raison. Tu t'es conduit comme un gamin. Plus vous montez en grade, plus vous devenez borné. » Quelque peu vexé, je l'ai prié de s'expliquer. « Tu pars d'un axiome, comme tous tes collègues. Il va de soi pour vous que mythes, légendes & co. sont des produits de l'imaginaire humain, philosophique ou pas, appuyés à l'occasion sur des faits historiques amplifiés et transposés. Il ne vous viendrait pas à l'idée qu'ils peuvent aussi être le compte-rendu, plus ou moins déformé, évidemment, d'un état de choses bien existant. Réexamine ton histoire, tu t'apercevras que tu t'es fait rouler comme un bleu. Chaque épisode, pris isolément, n'a rien d'extraordinaire, d'accord, mais considère la séquence. On t'a conduit comme dans un jeu de piste. D'abord un enfant, puis un vieillard, aux dents de loup. Ça ne te dit rien ? Si, bien sûr, ça me disait quelque chose. Merlin, maître du temps et mystificateur, qui se plaît à se montrer sous des apparences diverses, de préférence celles successives, d'un enfant et d'un vieillard. Mais seulement à l'intérieur du mythe, rien à voir avec ma réalité. Andreas n'en poursuivait pas moins, sur un ton péremptoire.
Le vieillard ne cherche pas même à te tromper. Il ne se met pas de nouveaux déguisements sur le dos. Tu n'es pas spécialiste du Moyen-Âge celtique, je veux bien, mais ce n'est pas une raison pour être complètement obtus. Réveille donc un peu ta mémoire réfrigérée. Le Nias que tu me crayonnes, c'était déjà celui du livre d'Artus. Le Colosse aussi, c'était lui qui barrait le passage à ceux qui ne voulaient pas revenir en arrière, mais avaient la trouille de se balancer dans la flotte, histoire de donner un corps au désir qu'ils ne s'avouaient pas. Et à qui le soi-disant vieillard t'envoie-t-il ? À Liliane de la Fonte, Viviane de la Source, si tu préfères, sa parèdre, ou sa complice au cœur de l'élément aquatique. Comme tu n'as toujours rien pigé, elle t'expédie dans un lieu magique qui échappe au temps, avec des grimoires hermétiques dans un coffre. Et toi, tu continues à être bouché à l'aimerie, malgré le rire du devin qui t'a accueilli. Je me demande ce qu'ils auraient pu faire de plus pour toi. Mais quand on est un universitaire sourdingue, on n'entend rien du tout. Il s'interrompit. Un large sourire moqueur, destiné à lui-même autant qu'à moi, allongea ses lèvres, et, yeux pétillants d'ironie malicieuse, « De toute façon, un indépendant comme Mézig n'a aucune chance de faire entendre sa voix s'il n'est pas soutenu par de solides sponsors pour la diffuser. Maintenant, donne-moi à boire de ta grappa, j'ai la bouche diablement sèche. » Et voilà où j'en suis. Toute cette histoire m'embarrasse. L'explication proposée par Andreas est bien dans sa ligne. Déconcerter l'interlocuteur en le lançant dans un raisonnement impeccable, fondé sur des prémices absurdes. Maniement du paradoxe auquel je ne suis pas fondamentalement opposé, à plusieurs reprises, les fantaisies d'Andreas m'ont ouvert des horizons inattendus, mais, en l'occurrence, il m'est impossible de le prendre au sérieux. Mon histoire, telle qu'il la reconstitue, atteste certes d'une solide connaissance de la littérature médiévale, et si je la rencontrais dans un texte de cette époque, je la trouverais d'une parfaite cohérence, mais je ne suis pas dans un texte médiéval. La littérature n'est pas la réalité. Elle est plutôt compensation du réel, aspiration à conférer un sens au hasard de l'existence humaine. L'historien des religions, des mentalités ou simplement des textes littéraires y doit veiller. Les humains adhèrent volontiers à l'image que la littérature leur propose d'eux-mêmes et du monde qui les entoure. Ils aiment s'y reconnaître, non parce que l'image est authentique, mais parce qu'elle trace d'eux-mêmes et de leur univers un portrait héroïque, attendrissant, fantastique, peu importe. L'essentiel demeure qu'elle fasse d'eux des êtres dont la vie a une signification et qu'elle la transforme en destin. Fût-il misérable et pathétique, avec ce que cette transmutation apporte de noblesse. En tout cas, si la vie a tendance à imiter l'art, du moins dans le domaine du fantasme, l'art, de son côté, transpose tellement la vie qu'il est vain de le croire représentatif. Il demeure que mon excursion sur les rives luxuriantes du Pô m'a troublé, m'a rappelé que j'avais une tendance regrettable à glisser dans l'abstraction, que la pensée de l'homme, imaginaire ou pas, est ancrée dans le foisonnement d'une nature proliférante qui nous est étrangère. Moi-même, j'ai ressenti la présence de l'inconnu. Il serait souhaitable que j'en tienne davantage compte. Décidément, cette promenade qui s'est apparemment soldée par un échec n'aura pas été vaine. Mais concrètement et dans l'immédiat, je ne vois pas quoi en tirer. Aussi utiles que soient les considérations générales de méthode, il est rare qu'elles trouvent sur le champ leur point d'application, à moins qu'on ne veuille à tout prix les utiliser sans craindre de les allonger sur un lit de Procuste. La voie du chercheur est pavée de dangers de toute nature. Par bonheur, ce sont périls que l'on esquive sans difficulté en les rangeant dans un tiroir où ils se laissent docilement classer.
Pietro II. Transition. Je veux croire que les arbres m'ont arraché à l'amalgame des fonds, aux fouillis de racines enchevêtrées nourries des vases duplices. Leurs colonnes jaillissent, se développent, s'épanouissent sur une terre clarifiée en place du mélange confus. Les taillis et les ronces qui menacent d'étouffer la croissance sont régulièrement éliminés pour isoler chaque fût, étoiler un espace aéré. Le regard suit l'appel des allées sans que l'entrave des emmêlements incertains. Cette vie d'altitude est vécue comme une parenthèse limpide, dont j'espère qu'elle me permettra de rameuter en un ensemble articulé l'embrouillement protéiforme des eaux fluides ou coagulées. Le vent sec qui s'engouffre ou susurre à travers les cèdres et les hêtres balaie l'esprit comme il emporte les aiguilles mortes et nettoie les chemins. Je m'imbibe d'un parfum qui épongera peu à peu l'imprégnation de la végétation fluviale, humide et molle, initiatrice de tout sortilège. En marchant sur la terre dure, en méandrant entre les colonnes vert sombre, j'avance vers la découverte d'un univers précis, sans abstraction appauvrissante, riche sans étouffement. Les arbres, je les rejoins comme des compagnons dont je surveille la santé. Je caresse le bout de leurs branches ou leurs écorces au cours de mes longues promenades, théoriquement d'inspection, qui constituent l'essentiel de mon travail. J'ai rompu provisoirement avec le reste du monde. Il me fallait mettre de l'ordre dans ma confusion. J'ai besoin de temps pour assimiler, non pas tant la bizarrerie apparente des faits, que leur liaison avec l'ouverture d'une autre dimension. Les faits eux-mêmes me paraissent assez aisément explicables, ainsi que la fille du fleuve me l'avait donné à entendre. J'ai été entraîné malgré moi dans un labyrinthe qui n'a d'étrange que son caractère volontairement secret. Une organisation quelconque, mafia, police, services spéciaux, voulait faire disparaître un mort, probablement un personnage important dont il était nécessaire de ne laisser aucune trace. Un bon moyen était d'en faire un noyé méconnaissable pourvu de l'identité d'un kidam accidentellement disparu, sans attirer l'attention. L'intervention de la fille du fleuve était-elle prévue ? Peut-être. À elle ensuite de juger si le personnage devait être éliminé. On m'a utilisé de surcroît pour transmettre un message codé dans cette villa palladienne. Après quoi, ils m'ont administré une drogue sophistiquée qui m'a maintenu dans un coma artificiel pendant une durée indéfinie. Pourquoi moi ? Tout simplement parce que je me trouvais là. Un tel scénario explique l'aisance avec laquelle j'ai obtenu de nouveaux papiers d'identité et ce poste de surintendant. Naturellement, je ne sais rien de cette toile d'araignée clandestine, mais le mystère ressortit aux romans policiers ou d'espionnage, rien que de très superficiel. L'essentiel pour moi reste d'avoir démêlé le schème directeur qui a pu présider à cette mise en scène, d'avoir réintroduit une part d'intelligible. Le vrai mystère réside dans la façon dont j'ai vécu l'absorption par l'eau du fleuve en crue, la remontée nocturne du Pô, le voyage dans le temps que suggérait cette villa du XVIe siècle, le retour de Corto Maltese. Ma vie en a été bouleversée, sans doute, mais le message contenu dans les vibrations des algues brassées par le courant continue à m'échapper. Une gêne sous-jacente persiste. Ma satisfaction à séjourner sur ce plateau est fallacieuse. J'y ai été propulsé, je ne l'ai pas choisi, et je continue à vivre dans l'ambiguïté. Les linéaments filandreux des herbes aquatiques humectent ma peau et je ne sais qu'en faire. Elles m'ont accompagné dans mon ascension, hors de leur élément, incongru sur les hauteurs où un pas énergique est censé résonner fièrement sur la dureté du sol, à en croire Nietzsche. Mais Nietzsche est très loin, et s'il m'advient de croiser son ombre, je ne la reconnais même pas, aussi éloignée que celle des élégiaques latins.
La fille du fleuve m'a montré dans son récipient magique ma vie écoulée. Elle ne m'a pas tout dévoilé. Et Carlotta, dont je soupçonne qu'elle en sait beaucoup, n'a pas jugé bon de rien éclaircir. Protée, le vieux de la mer, était dit ne répondre à qui s'aventurait à le consulter qu'après avoir pris maintes formes trompeuses pour échapper au questionneur. Interprétation naïve de qui n'a pas, dans sa carcasse, affronté l'énigme de l'eau. Protée ne saurait offrir d'affirmation ou d'information définitive car il n'y en a pas. Chacune de ces apparences qu'on raconte porteuses d'illusions est réponse exacte mais fragmentaire. Il m'en a exhibé quelques-unes sur la scène de son théâtre amphibie. Dans les coulisses, il en garde d'autres que je devrais déchiffrer avant de gravir la berge pour repartir sans attache.